Comme le dit Luke Howard, la considération des nuages peut relever d'une vaine chasse aux ombres. Les classifications de nuages de Lamarck sont impraticables, très belles, mais difficiles à utiliser parce que d'abord, justement, elles ont été constamment modifiées par Lamarck lui-même. Et puis quand je vous dis que les noms, c'est par exemple nuages demi-terminés, nuages corrodés, nuages en lambeaux obscurs, ce genre de distinction très subtile ne peut pas être utilisé scientifiquement. Il dit que ce ne sont pas des objets indéfinissables, donc il va les définir et il va les distinguer, les séparer, comme, dit-il ailleurs, des individus. Chaque nuage est en quelque sorte un individu. Luke Howard a tout fait pour qu'elle soit adoptée. Il explique pourquoi il a choisi le latin, parce qu'il dit que c'est une langue transparente. En fait, peut-être pas pour le commun des mortels, mais en tout cas pour la communauté scientifique à laquelle il s'adresse. Je crois savoir qu'on a envoyé des photographes prendre en photo les formations nuageuses un peu partout dans le monde. Et à partir de là, on a conçu cet atlas international des nuages. Saisir ce qui par essence est instable et insaisissable constitue peut-être l'une des missions permanentes des scientifiques. Au début du 19e siècle, Luke Howard, un pharmacien londonien, se met en tête de donner un nom à des objets particulièrement mouvants, les nuages. Cirrus, Stratus, Cumulus font alors leur apparition dans le lexique des météorologues qui courent les campagnes avec leurs instruments, mais aussi dans la vie d'artistes aussi éminents que Goethe ou John Constable. Science Chrono vous raconte aujourd'hui une histoire aussi belle que légère, celle qui flotte derrière le nom des nuages. Bonjour Anouchka Vazak. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en littérature française à l'Université de Poitiers, co-responsable du séminaire Perception du climat à l'École normale supérieure, et vous avez publié en 2012 aux éditions Hermann une traduction commentée du texte de Luke Howard sur la modification des nuages, dont on va parler bien sûr tout au long de notre émission. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider à comprendre les enjeux nombreux qui sous-tendent cette histoire de la nomenclature des nuages, une nomenclature dont on se sert encore aujourd'hui et qui traduit à la fois le goût prononcé pour la météorologie au début du 19e siècle, mais aussi les grandes porosités qui existaient à l'époque entre le monde des sciences et le monde des arts. Alors avant de nous élever vers les nuages, je vous donne le programme de la deuxième partie de notre émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous vous proposerons un portrait renouvelé des Gaulois grâce aux dernières décennies de découvertes archéologiques qui nous permettent de sortir des clichés et d'affiner notre image de ces peuples qui occupaient une large partie de l'Europe de l'Ouest à l'âge du fer. On en parlera avec l'archéologue, historien et président de l'INRAP, Dominique Garcia. Mais commençons par l'histoire des sciences et cette histoire de l'origine des noms des nuages. Comment en sommes-nous arrivés à créer des grandes familles de nuages baptisés de noms latins et avec quelles conséquences sur l'histoire de la météorologie, mais aussi de façon quelque peu surprenante sur l'histoire de l'art? C'est ce qu'on va voir ensemble, Anouchka Vazak. Et ma première question sera d'ordre général. Est-ce qu'on s'est toujours intéressé aux nuages dans l'histoire des sciences ? Toujours intéressée, je n'en suis pas sûre. Je crois que le début du 19e siècle est un moment particulier où précisément la météorologie s'est quand même dotée maintenant d'instruments beaucoup plus précis. Ça revient, l'origine c'est le XVIIe siècle. Un siècle est passé, mais il y a eu des baromètres, thermomètres, etc. Tous ces instruments qui ont été inventés précédemment. Et donc la météorologie progresse, elle s'est également organisée en réseau. On a des réseaux en Europe comme la Société météorologique palatine ou depuis plus longtemps la Royal Society. Donc voilà, la météorologie est prête pour accueillir une nouvelle question qui est celle des nuages, qui avait quand même été déjà interrogée au XVIIe siècle par exemple par Robert Hooke, de la justement Royal Society, puisque lui s'intéressait aux états du ciel. Comment on explique au tournant du 19e siècle cette popularité qu'a la météorologie en tant que science? Tout le monde s'y intéresse, on a l'impression. Alors c'est peut-être un effet de loupe grossissante puisque c'est notre sujet du jour, mais comment expliquer cette popularité-là? Alors, je ne sais pas si je parlerai de popularité, et je suis certaine que qu'on s'y intéresse beaucoup, mais il y a quand même des distinctions à faire entre l'intérêt des scientifiques et la météorologie populaire, qui est quand même très ancienne, on la connaît par les almanachs en particulier, et puis la météorologie qui concerne certains métiers plus particulièrement. Luke Howard en parle d'ailleurs, ce sont les marins ou les laboureurs par exemple. Oui.
Et voilà, donc est-ce qu'il y a... Enfin, c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, il y a un intérêt peut-être plus marqué pour cette question en raison de leur météo On fera pas de blague sur particulière. le temps pourri qu'il fait en Angleterre, mais on y pense quand même très fort. Alors on s'intègre dans ce début de 19e siècle, Anouchka Vazak, où on a aussi, du point de vue des sciences naturelles, une grande passion pour tout ce qui est classification. Comment on explique justement ce goût-là pour l'envie de mettre les choses dans des cases? Alors je crois que l'origine de ça, c'est Linné, Mhm. le naturaliste, le botaniste, donc qui lui a écrit son système de la nature au XVIIIe siècle, qui a considérablement inspiré les scientifiques et jusqu'aux météorologues. Voilà, donc la classification dont on va parler, mais même la concurrente en quelque sorte, celle de Lamarck, dont on dira un mot certainement, sont inspirées des classifications botaniques, en particulier botaniques de Linné. Alors vous devancez ma prochaine question, c'est voilà, vous évoquez le nom de ce grand naturaliste qui est Jean-Baptiste de Lamarck, qui lui aussi a envie de classer et de catégoriser les nuages. Alors là, c'est curieux parce qu'on se dit les nuages, a priori, bon, c'est pas facile à catégoriser. Comment il s'y prend, lui, Lamarck, très peu de temps avant Luke Howard? Alors c'est difficile de dire qui a fait la première classification. Moi j'aurais tendance à penser, peut-être en tant que Française, Mhm. que c'est Lamarck. Mais enfin rien ne le dit. Lamarck, lui, donc va proposer plusieurs classifications à partir de 1802. Et Luke Howard, lui, c'est décembre 1802. C'est pour ça que j'ai envie de penser que Lamarck est le premier à réfléchir à cette question. Alors, il va Lamarck va proposer plusieurs classifications. Il y en aura au moins 3, et ce jusqu'en 1818 environ. Donc c'est une question qui le préoccupe, comme le préoccupe la météorologie en général. Et, il s'y intéresse depuis longtemps. Simplement, les classifications de nuages de Lamarck sont impraticables, très belles, mais difficiles à utiliser, parce que d'abord, justement, elles ont été constamment modifiées par Lamarck lui-même. Et puis quand je vous dis que les noms, c'est par exemple nuages demi-terminés, nuages corrodés, nuages en lambeaux obscurs, ce genre de distinction très subtile ne peut pas être utilisé scientifiquement. Alors, il distingue dans un premier temps 5 grandes familles de nuages en forme de voile, attroupés, pommelés, en balayures et groupés. Ces 5 catégories vont devenir 6, puis 12. C'est ce qui rend, comme vous le dites, Anouchka Vazak, cette catégorisation des nuages par Lamarck totalement impraticable. Alors il y a cette question-là, en effet, de la spécification de plus en plus précise. Enfin, en tout cas, dans sa deuxième classification, c'est encore plus Mhm. précis. Il va reprendre quand même les catégories, plus ou moins les catégories de Linné en variété, genre, variété. Mais un autre problème qu'a rencontré la classification de Lamarck, ou ces classifications, c'est l'emploi du français. Mhm. Et le français n'est pas une langue n'est peut-être pas la langue scientifique, ou en tout cas une langue transparente à la communauté scientifique. Et on verra justement que Luke Howard donne des noms latins à ces nuages, aux catégories de nuages, et ça a une grande importance, puisqu'on a parlé de Lamarck, qu'on disait on va pas être trop chauvin, on va aller du côté de l'Angleterre, et on va essayer de planter le décor dans lequel a vécu ce Luke Howard, que moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage. Alors, c'est peut-être le fait d'avoir travaillé sur ce joli sujet, mais je l'imagine comme un type assez discret, assez rêveur, en même temps assez dévoué à son travail. Dans quel environnement il a grandi? Qu'est-ce qu'il faisait? Et pourquoi est-ce qu'il a toujours été passionné par ces objets mystérieux que sont les nuages? Alors, Luke Howard, effectivement, moi aussi j'ai beaucoup de sympathie pour lui. C'est un Quaker. Déjà, c'est, disons, un peu particulier parce que ça signifie qu'il est à l'écart, d'une certaine façon, des réseaux scientifiques officiels, même s'il intégrera plus tard la Royal Society. Il va être reconnu officiellement. Mhm. Mais au départ, si vous voulez, c'est une science un petit peu plus pragmatique qui a à voir avec justement tout ce groupe, cette société plutôt de Quakers, qu'on appelle aussi des dissidents. Donc c'est une direction, Une branche une finalement, branche ouais, voilà, de l'Église ouais, ouais. anglicane. Mais autour de Luke Howard, il y a énormément de Quakers justement, et ils travaillent comme chemical philosopher, c'est-à-dire
On traduit souvent pharmacien. En vérité, c'est quand même plutôt un chimiste dans un laboratoire qui est également, dont le directeur est également un Quaker. Alors ça, je posais la question de savoir si Luke Howard avait toujours été passionné par les nuages. Comment expliquer qu'il soit revenu aux nuages en étant devenu chimiste? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors cette passion, alors on ne sait pas quand même beaucoup de choses Mhm. sur la vie de Luke Howard, même s'il y a eu même euh, des romans autour de Luke Howard. Et puis il y a un livre aussi formidable écrit qui s'appelle L'invention des nuages de Richard Hamblin, qui est vraiment excellent. On peut parler aussi de la théorie des nuages de Oui, Stefano de Guy, qui est Stéphane un Audy. excellent Oui, oui, roman tout à aussi. fait. Ouais. Mhm. Ah, Voilà, mais Luke Howard, en fait, il le dit lui-même, il dit: «Je suis un homme d'humeur domestique». C'est quelqu'un qui ne voyage pas beaucoup, qui aime bien rester en Angleterre, en l'occurrence, ou dans son laboratoire de Plough Court à Londres, hein, ou sur la colline de Hampstead, hein, qui va mhm. être aussi d'ailleurs utilisée par Constable quelques Le années plus peintre, tard, oui. le peintre Constable. C'est quelqu'un qui, depuis tout petit, enfin visiblement, s'est intéressé à la météorologie, peut-être pas aux nuages, mais à la météorologie, puisqu'il avait un laboratoire au fond de son jardin et sa mère parlait pour l'accès à à cette station météo Mhm. plutôt, de chemin de Luc. Alors on parle beaucoup au 19e siècle, on en avait parlé d'ailleurs à ce micro, des sociétés savantes, des sociétés d'amateurs, de scientifiques amateurs. Luke Howard fonde lui aussi une société qui s'appelle l'Askesian Society, je ne sais pas si je le dis bien. Qu'est-ce que c'est que cette société-là? Alors en fait, je suis pas sûre qu'il soit le fondateur, mais Mhm. enfin, c'est un pilier de cette société. Askésis, en grec, ça veut dire exercice. Donc c'est une société qui est fondée par des Quakers et de façon très, j'ai envie de dire, démocratique. En fait, les Quakers, qui sont savants dans telle ou telle branche, peuvent présenter des conférences, l'objet de leur recherche, les résultats de leur recherche. Alors, quoi de mieux pour notre archive du jour que d'écouter un extrait de l'une de ces conférences de Luke Howard, écouter ce passage de l'ouverture de l'essai sur les modifications des nuages et les principes de leur production, suspension et destruction. Étant donné l'intérêt croissant que l'on accorde à la météorologie, l'étude des apparences variées que prend l'eau en suspension dans l'atmosphère est devenue une branche intéressante et même nécessaire de ces recherches. Si les nuages étaient le simple résultat de la condensation de la vapeur dans les masses d'atmosphère qu'ils occupent, si leurs variations étaient produites par les mouvements de l'atmosphère seule, leur étude pourrait certes passer pour une vaine chasse aux ombres. Vaine serait aussi la tentative de décrire des formes qui, étant le jouet des vents, varient sans cesse et ne sauraient, de ce fait, être définies. Mais bien que cette opinion erronée ait pu avoir pour effet de nous détourner de ces formes, les nuages ne sont pas indéfinissables. L'ancienne météorologie populaire est fondée sur l'observation régulière de l'aspect du ciel et de ses rapports avec les phénomènes du moment et ceux qui s'en suivent. L'insuffisance de cette branche de la connaissance rend les prévisions du philosophe, qui se servant de ces seuls instruments n'examine en quelque sorte que le pouls de l'atmosphère, en général moins fiables que celles du marin ou du laboureur, observateur averti du temps qu'il fait. Leurs travaux sont à ce point dépendants de l'état atmosphérique et de la direction de ces courants qu'une observation fréquente, qui à son tour fonde leur expérience, leur est nécessaire. Mais comme cette expérience est d'ordinaire consignée dans la seule mémoire de son détenteur, en une masse confuse de simples aphorismes, le savoir-faire qui en résulte est en quelque sorte incommunicable. Pour permettre aux météorologues tant d'appliquer la clé de l'analyse à l'expérience des autres que de rapporter la sienne propre avec concision et précision, il peut être légitime d'introduire une nomenclature méthodique applicable à toutes les diverses formes d'eau en suspension ou, en d'autres termes, aux modifications des nuages. Voilà, Anouchka Vazak, c'est vous qui nous avez suggéré la lecture de ce passage qui ouvre la conférence que prononce Luke Howard en décembre 1802 devant cette Askesian Society. Pourquoi avoir fait le choix de ce passage-là? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous? Eh bien, je crois que là, on a vraiment un geste scientifique. Puisque, comme le dit Luke Howard, la considération des nuages peut relever d'une vaine chasse aux ombres. C'est C'est une jolie vraiment formule, ça. voilà, Ouais. un objet insaisissable, comme vous l'avez dit. Ailleurs, dans un autre texte, Luke Howard emprunte à Shakespeare l'expression airy nothings, des riens
aérien pour parler des nuages. Donc c'est une vraie gageure. Et dans ce texte, en fait, on entend bien ce geste opéré par Luke Howard de distinction. Il dit que ce ne sont pas des objets indéfinissables, donc il va les définir et il va les distinguer, les séparer, comme, dit-il ailleurs, des individus. Chaque nuage est en quelque sorte un individu. Si on rentre dans la charpente de cet essai, comment il se structure, comment il s'organise ? Alors, l'essai, en fait, voilà, donc la conférence de Luke Howard, elle a été publiée en 2 livraisons dans une revue à partir de 1803, avec des planches, ça c'est intéressant de le souligner, dessins, ouais. de très très jolis dessins. Là aussi, c'est un petit peu l'influence de Linné, malgré tout. Et le texte lui-même de la conférence, qui s'appellera plus tard Essai sur les modifications des nuages, est divisé en 2 parties. Une première partie où Luke Howard décrit vraiment la nomenclature des nuages, celle que nous connaissons et que nous utilisons encore aujourd'hui. Et une deuxième partie beaucoup plus théorique, scientifique si on veut, extrêmement difficile à comprendre pour un lecteur contemporain. Mais je pense que même un scientifique a du mal à... Ouais. disons, à interpréter. Je m'y suis risqué, c'est pas simple non plus, et je suis pas scientifique, loin de moi l'idée d'adopter ce titre-là, mais en tout cas, c'est vrai que en plus ça fait appel à des conceptions qui sont très très liées au 19e siècle, des conceptions physiques, climatiques et des notions finalement qui sont aujourd'hui tombées en désuétude. Oui, comme le calorique par exemple. Voilà, exactement. Mais on a aussi quand même aussi l'espèce d'électromanie qui a traversé tout le 18e et une partie du 19e siècle. L'importance accordée à l'électricité est certainement exagérée dans la théorie des nuages. Puisqu'on parle de cette nomenclature, on reviendra bien sûr après sur le fait que Luke Howard ne fait pas que donner des noms à ces nuages et les décrire, mais il parle aussi beaucoup des modifications, c'est dans le titre, et on parlera de l'importance d'envisager ces modifications, cette nomenclature. Quelle est-elle ? Quels sont les noms que pose Luke Howard et comment il décrit finalement ces grandes familles de nuages ? J'aurais envie de vous poser la question, parce que nous les connaissons tous, ces noms, au moins les formes simples, ce que Luke Howard appelle des formes simples, c'est-à-dire Cirrus, Cumulus et Stratus. Ensuite, il y a des formations intermédiaires et des formations composées. Alors, juste un petit mot sur le mot que j'emploie là, je dis formation, parce qu'il m'a semblé que le mot anglais modification passait difficilement au pluriel en français, puisque en français, le mot modification traduit vraiment le changement, tandis que modification au pluriel en anglais, on entend vraiment l'arrêt sur image en quelque sorte. L'idée de transformation Voilà. aussi. Alors on a parlé de ces noms, Cirrus, Cumulus, Stratus. Après il crée des formations intermédiaires, les Cirrocumulus, les Cirrostratus, les Cumulostratus, les Cumulocirrostratus. Est-ce que cette nomenclature est immédiatement adoptée par les météorologistes quand paraît ce texte de Luke Howard ? Alors ce qui est certain, c'est que Luke Howard a tout fait pour qu'elle soit adoptée. Il explique pourquoi il a choisi le latin, parce qu'il dit que c'est une langue transparente, en fait, peut-être pas pour le commun des mortels, mais en tout cas pour la communauté scientifique à laquelle il s'adresse. Et en effet, encore aujourd'hui, je crois que nous entendons au moins stratus et cumulus. Stratus comme l'idée de strate, d'étalement, et cumulus, l'idée d'accumulation. Cirrus, ça veut dire boucle, mais bon, voilà, cette nomenclature reste encore assez transparente. Est-ce qu'elle a été adoptée immédiatement ? Là, c'est difficile de le dire immédiatement dans la communauté scientifique, ça n'est pas certain. Comment s'est-elle installée, en tout cas, au 19e siècle, dans la communauté des météorologistes ? Alors, là, déjà, il y a eu plusieurs éditions de l'essai sur les modifications des nuages. Jusqu'en 1865, Luke Howard est mort en 64. Et 65, il est vraiment reconnu. Si on a éprouvé le besoin de rééditer, même d'en faire une édition posthume, c'est qu'elle était vraiment reconnue. Ensuite, à partir des années 1870, elle est vraiment adoptée et ça c'est sûr, puisqu'il va y avoir cette entreprise de la fin du 19e siècle de l'Atlas international des nuages. Ça me fascine, Voilà. l'idée de faire un atlas international des nuages. Alors comment ça se fabrique cet atlas-là à cette époque ? Alors, je crois savoir qu'on a envoyé des photographes
prendre en photo les formations nuageuses un peu partout dans le monde. Et à partir de là, on a conçu cet atlas international des nuages. C'est Ralph Abercrombie et Hildenbrandson. Alors ça, cet atlas, je crois que si on cherche bien sur Internet, on peut le trouver de façon assez facile et voir justement ces photographies. Oui, c'est magnifique. La photographie, technique inventée au 19e siècle, qui a aussi une importance considérable pour la caractérisation des nuages et puis finalement la confirmation des suggestions et des hypothèses de Luke Howard. Tout à fait, mais on peut dire aussi que la photographie a cette virtualité esthétique qu'il y avait dans le texte de Luke Howard et même à partir de ses planches également. Alors là, il faut se référer aux travaux d'une historienne de la photographie, Luce Lebar, qui a beaucoup travaillé sur cet atlas des nuages. Alors, on a parlé de l'importance de ce texte de Luke Howard dans l'histoire de la météorologie, la facilité finalement qu'apporte cette nomenclature à mieux comprendre la transformation et l'évolution des nuages. Mais je l'évoquais en introduction de cette émission, Anouchka Vazak, il y a aussi toute une dimension qu'on connaît moins, ou en tout cas dont on a moins l'habitude, c'est cette porosité entre le monde des arts et le monde des sciences. Luke Howard ne va pas que toucher les météorologues, il y a d'autres grands artistes qui sont aussi très impressionnés par ses travaux, à commencer par un certain Goethe en Allemagne. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, on se situe dans une époque où il n'y a pas de division, comme on la connaît aujourd'hui, entre sciences, art, littérature, disons. Et Goethe est vraiment un représentant de cette polyvalence et de ce génie polyvalent, puisqu'il incarne toutes ces potentialités-là, enfin toutes ces disciplines. Le mot n'est pas beau, évidemment, mais Goethe est lui-même un scientifique, en fait. Il faut expliquer qui est Goethe, quand même, au début du 19e siècle, c'est quand même l'un des personnages les plus importants d'Europe, quasiment. Certainement, oui. Goethe, il est connu, évidemment, d'emblée par Les souffrances du jeune Werther, mais qui paraît en 1774. Il est donc quand même beaucoup plus âgé que Luke Howard. Mais c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la science et en particulier à la botanique, à la théorie des couleurs, mais aussi à la météorologie. Et il a même essayé, il a fait une esquisse de théorie météorologique en 1825. Et puis en 1820, un texte qui s'appelle La formation des nuages selon Howard, qui est une espèce de journal météorologique assez court, dans lequel il décrit quotidiennement les nuages qu'il voit, là, en l'occurrence en Bohême. Et vous proposez justement cet essai de Goethe dans cette édition, aux éditions Hermann, sur les modifications des nuages. Donc on peut aussi prolonger ce voyage-là dans cette interprétation qu'en livre Goethe. Goethe, lui aussi, je crois qu'il fait même des poèmes en hommage à Luke Howard. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'échanger au moins? Alors, ils ont eu l'occasion d'échanger, mais ils ne se sont jamais rencontrés. En fait, c'est en 1815 que Goethe prend connaissance de la classification de Howard à travers un autre scientifique, un texte d'un autre scientifique qui s'appelle Thomas Forster, qui a repris la classification de Howard, mais en anglais, ce qui n'a d'ailleurs pas trop plu à Howard. Mais c'est ça qui a permis à Goethe d'entrer en communication avec Howard. Il a été d'emblée séduit par cette classification. Il a essayé de le rencontrer, au moins ont-ils correspondu. Et Luke Howard a envoyé à Goethe un mémoire, c'est-à-dire, en fait, on dit mémoire, mais c'est une très belle lettre autobiographique. Et par ailleurs, en effet, comme vous l'avez dit, Goethe a écrit un poème, et même une série de poèmes, en l'honneur de Luke Howard, l'homme, dit-il, qui a su distinguer les nuages. Je prends un extrait d'un de ses poèmes. Il dit « Howard nous donne avec un sens sûr une leçon nouvelle d'un merveilleux profit. Ce qu'on ne peut tenir, ce qu'on ne peut atteindre, il le saisit, le retient fermement. Assurément, il définit l'indéfinissable, le limite, le nomme avec pertinence, loué soit ton nom. » Il est complètement possédé par Luke Howard. Moi, ça m'intéresse vraiment de voir un si grand homme se plonger avec autant de passion dans un petit texte, finalement, de météorologie. Et Goethe, il va plus loin. Il dit aux peintres de son époque, suivez l'exemple d'Howard, peignez comme il décrit les nuages. Tout à fait. Alors, il s'adressait essentiellement aux peintres d'Allemagne du Nord, qui connaissaient le mieux,
comme Caspar David Friedrich ou un autre peintre qui s'appelle Carus. Mais Friedrich ne va pas accepter ce conseil de Goethe parce que Friedrich, celui qui a fait ce fameux Voyageur tableau... au-dessus de la mer voilà. de nuages de dos, qui est très, très, très emblématique finalement de cette peinture romantique. Mais quand vous voyez la mer de nuages, c'est justement pas une des formations nuageuses de Luke Howard. Friedrich a résisté à Goethe. Tout à fait. Il dit que ce serait, disons, contraire à l'idée de l'art que de s'enfermer dans cette classification-là. En revanche, un peintre comme Carus, lui, a vraiment peint des nuages selon la classification de Howard. Et il faut dire que Goethe lui-même, qui était un très bon dessinateur, a dessiné des nuages avant d'ailleurs d'avoir eu connaissance de la classification de Howard et après. Et lorsqu'il en a eu connaissance, il nomme vraiment les nuages d'après les noms de Howard. Il faut parler aussi de John Constable, parce que lui aussi, là, pour le coup, anglais, est très inspiré par Luke Howard et va jusqu'à faire des cloud studies, des études de nuages. Comment on peut décrire ces travaux-là qui nous semblent à la fois très, très beaux esthétiquement, mais qui témoignent d'une vraie volonté de faire une peinture scientifique? Alors, en fait, Constable, là encore, c'est pas directement par Luke Howard qu'il a eu connaissance de la classification, mais il a pris ça, en effet, très au sérieux. Et il est allé tous les jours, disons, ou pratiquement, dans les années 1821-1822, sur la colline de Hampstead, au nord de Londres, pratiquer ce qu'il appelait le skying, qu'on a pu traduire, c'est Jacques Roubaud, je crois, qui traduit ça comme ça, par prise de ciel, la prise de ciel. Et il faisait donc des cloud studies, des études de nuages, très rapides, et écrivait au verso de ces études de nuages les conditions météorologiques, la direction du vent, l'état justement du ciel, et également, dans certains cas, il nommait les nuages d'après la classification de Luke Howard. Oui, de Luke Howard. Ouais. On est tous fascinés par les nuages, on voit que ces personnages-là l'étaient aussi, mais avec cet angle scientifique-là, comment on peut expliquer, d'un point de vue philosophique, le fait qu'à cette époque-là, on veuille maîtriser absolument l'immaîtrisable et qu'on veuille à tel point le caractériser? Cette question est vraiment difficile. Je ne sais pas si je peux y répondre, mais je crois que cette passion pour la météorologie, cet intérêt n'a cessé de se développer jusqu'à aujourd'hui. La preuve, c'est que vous faites une émission sur cet objet quand même très singulier, et en particulier le nuage particulièrement évanescent, dont on sait aussi qu'il a un rôle dans la question du changement climatique. Alors moi, je me posais une autre question, c'est d'un point de vue même politique. On est à des tournants, là, début du 19e siècle. Il y a eu des grandes périodes d'instabilité. Est-ce qu'on cherche aussi à stabiliser l'incontrôlable en essayant de donner des noms et de ranger ces nuages dans des cases? Est-ce que ça allait trop loin dans l'interprétation ou pas, selon vous? Alors, il y a un livre de Fabien Locher qui s'appelle « Le savant et la tempête » et qui montre que la météorologie n'est pas une science qui est très appréciée, en tout cas par le pouvoir impérial en France. Et Napoléon, lui, c'est notamment moqué de Lamarck et de ses classifications de nuages, mais aussi de son intérêt pour la météorologie, parce que Napoléon considérait que c'était disons, une curiosité qui devait être réservée aux amateurs d'almanach. Pourtant, lui, il a été bien aidé par la météo dans certaines de ses batailles. Bon, ça, c'est un cas à part. Si on doit faire un petit bilan, Anouchka Vazak, de ses travaux, de Luke Howard, que reste-t-il aujourd'hui de Luke Howard dans notre appréhension des nuages? Alors déjà, évidemment, les noms. Les noms, je crois qu'on ne les oublie pas, on ne les oubliera jamais, au point qu'on connaît les noms des nuages plus que le nom de Luke Howard. Alors cette classification, j'ai oublié de le dire, mais elle a été spécifiée, précisée. En particulier, la classification de Luke Howard, elle est fondée essentiellement sur la morphologie. Et on a introduit d'autres critères, comme par exemple le critère de l'altitude que Lamarck, lui, avait perçu. Donc, elle est fondamentale, cette classification. Mais ce qui reste aussi de Luke Howard, et là, je crois que c'est un peu en lien avec la sensibilité de notre époque, c'est ce pont qu'il jette entre art et science, entre science et art.
Je crois que ça nous parle particulièrement. Et ça nous parle effectivement beaucoup. Merci beaucoup Anouchka Vazak d'être venue nous parler de cette histoire de Luke Howard et de cette nomenclature des nuages. Je rappelle qu'on peut lire le texte de Luke Howard que vous avez traduit aux éditions Hermann. On peut aussi ajouter à cette lecture, je le disais, le très beau roman de Stéphane Haudegui, La théorie des nuages. C'est une bonne façon de prolonger ce séjour dans les hautes altitudes.